Bonjour à toutes et tous. Nous sommes enchantés de vous retrouver pour ce 13e déjà Réveil Climat. Donc, nous allons traiter d'un magnifique sujet qui est celui de la biodiversité. Et nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'intervenants de haut niveau et tout à fait passionnants. Donc, je vous rappelle simplement avant que ce Réveil Climat est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, eh bien, vous éteignez vos caméras tout simplement. Vous pouvez relayer donc, ce Réveil Climat sur nos réseaux sociaux. Et vous aurez une séance de questions-réponses à la fin de cette programmation. Donc, vraiment, je vous remercie tous d'être là et c'est un sujet fort et important sur lequel nous nous réunissons. La session est animée par Sandrine Maizano, que vous connaissez tous maintenant et qui est experte bénévole auprès du CFF et vice-présidente du comité 21. On aura la parole en vidéo d'un expert de ce sujet, un expert avec une particularité qui est dans la permaéconomie, la permaculture, le biomimétisme et la biodiversité, qui s'appelle Emmanuel Delannoy. Ensuite, nous aurons les témoignages de fondation avec d'abord Julie Babin, qui est chargée de projet à la fondation de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Nathalie Andriamamongi, qui est chargée des projets environnement et communication manager de la fondation BNP Paribas. Jean-Thierry Stel, qui est dirigeant fondateur de la fondation BioViva. Et puis, voilà, je vous donnerai quelques éléments d'information à la fin sur nos prochains rendez-vous. Alors, merci Béatrice. Donc, avant de donner la parole à notre expert biodiversité du jour et à nos différentes fondations venues témoigner, je vous propose de recontextualiser le sujet. D'abord, la biodiversité et climat, c'est un sujet qui a été demandé par nombre d'entre vous. Et c'est à cet effet-là que nous avons organisé ce réveil. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Pour ceux qui ne le savent pas, biodiversité, c'est comme son nom l'indique, la diversité du vivant, dans la diversité de ses espèces, la diversité de ses spécimens au sein d'une espèce, mais aussi la diversité des relations que ces espèces entretiennent entre elles et avec l'ensemble des écosystèmes. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui de voir qu'en fait, il y a un lien évident entre le climat et la biodiversité. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est que du coup, nous dépendons aussi de la biodiversité. Et ça, ce sont des aspects que l'on a malheureusement un petit peu oubliés, l'homme ayant tendance à se placer au-dessus de la nature, alors qu'en fait, il est au cœur de la nature. Comme nous dépendons de la biodiversité, il est évident qu'il y a des chiffres qui nous interpellent. Le WWF produit régulièrement des études qui suivent l'effondrement de cette biodiversité. Quelques chiffres un petit peu pour se réveiller ce matin. 12 000 espèces sont actuellement menacées d'extinction. Sur les 50 dernières années, on a constaté que 68% des vertébrés avaient disparu. Et puis, le changement climatique, en 30 ans, peut causer la perte de 30 à 50% des espèces. Évidemment, on ne peut pas rester indifférent à ces chiffres. Autre élément important, je vous le disais, on dépend de la biodiversité, puisque la biodiversité, ce qu'on appelle le vivant ou la nature, produit ce qu'on appelle des services écosystémiques, qui sont aujourd'hui d'ailleurs gratuits. Il y a même eu une estimation qui a été faite par le Forum économique mondial, qui a évalué que la nature nous rend à peu près 50%, l'équivalent de 50% du PIB mondial. Voilà, donc on se rend compte qu'il y a des enjeux énormes. Si on resitue un petit peu le cadre, en climat, on parle du GIEC, le fameux groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Eh bien, il y a l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, ce qu'on appelle l'IPES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et si on resitue aussi les choses pour faire le parallèle entre le climat et la biodiversité, vous savez que le climat a sa COP, eh bien la biodiversité a aussi sa COP.
issues bien entendu toujours du sommet de Rio. La première s'est tenue aux Bahamas en 1994 et je peux vous annoncer qu'en 2022, donc c'est la COP 15 qui se tiendra à Kunming en Chine. Au niveau de la France, on parle aussi de la stratégie nationale pour la biodiversité. La première a été établie en 2004, elle est revue tous les 10 ans. Et là, en mars 2022, la SNB 3 donc, est sortie, ce qui est une espèce de roadbook pour l'ensemble des experts et des acteurs que les entreprises sont, mais aussi les fondations sont bien entendu concernées par ces sujets. Il y a aussi dans l'actualité, à l'échelle européenne, qu'on appelle la stratégie de l'Union européenne pour la biodiversité Horizon 2030, qui est aussi importante puisqu'elle va vouloir renforcer la résilience de nos sociétés face aux futures menaces vis-à-vis de la biodiversité, le changement climatique, on en parlait ce matin, mais les incendies de forêt, l'insécurité alimentaire. Et donc, tout ça fait que nous sommes dans une grande actualité. Et c'est ainsi qu'on a cette envie de faire un réveil climat avec vous ce matin. C'est qu'en 2022, nous parlons beaucoup du climat et bien entendu, nous parlons insuffisamment de la biodiversité. Donc, sans plus tarder, pour illustrer justement concrètement ces aspects-là, nous avons ce matin des intervenants, des fondations, donc des fondations opératrices, des fondations distributrices, qui vont pouvoir nous expliquer chacune leur tour. Et on va commencer par Julie Babin, donc, qui est chargée de projet à la fondation de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, de nous expliquer justement qu'est-ce qui se passe au cœur de cette fondation concrètement. Julie, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Sandrine. Alors, petite correction, on est en cours de transformation du fonds de dotation en fondation. C'est ce qu'on s'était dit dans notre préparation. Notre objectif, aujourd'hui, on a un fonds de dotation qui intervient. Est-ce qu'on pourrait avoir la slide suivante, s'il vous plaît ? Merci. Qui intervient dans un écosystème assez varié, puisque c'est 24 associations, donc les conservatoires d'espaces naturels, une fédération et un fonds de dotation qui est en cours de transformation en fondation reconnue d'utilité publique. Et l'ensemble de ces acteurs, c'est 1000 salariés sur toute la France, avec une assise citoyenne croissante, puisque les chiffres de 7400 adhérents, c'était l'an dernier, et que mes collègues, j'ai fait une petite vérif, on est déjà à plus de 8000, donc ça peut paraître modeste, mais pour nous, ce sont des pas importants et on tient énormément à l'implication citoyenne dans l'action de préservation de la biodiversité. Et aujourd'hui, c'est près de 145 000 hectares qui sont préservés, gérés. On a un réseau, en fait, finalement, assez ancien, puisque depuis plus de 40 ans, le travail de la préservation de la biodiversité est une réalité dans le réseau des conservatoires. Et l'une des raisons d'être de notre fonds de dotation, et encore plus demain de la fondation, c'est de la préservation des espaces naturels. Le droit est ainsi fait, la France est ainsi faite qu'il faut, on est un pays de propriétaires et qu'on considère que la détention d'espaces naturels permet de mieux encadrer les usages de ces espaces et donc d'assurer leur préservation sur le très long terme et permettre à la biodiversité, pour ce qu'elle est dans un premier temps, de s'y épanouir. Donc, ce qui est, nous, plus que assez important, qui est très important pour le réseau des conservatoires, c'est d'avoir une base de connaissances scientifiques pour agir, préserver cette biodiversité en déclin qui est de plus en plus menacée. Ce qu'on a pu constater, c'est quand on voit la multiplication des risques, notamment incendies et de la destruction d'espèces protégées, par exemple, la tortue d'Hermann, pour prendre un exemple très concret, basique, que vous allez visualiser, l'enjeu de préservation des milieux qui abritent ces espèces est de plus en plus important. Et c'est l'un des rôles que joue le fonds de dotation et la fondation. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Je pense qu'il y avait des petits... Voilà, c'était le petit truc. Du coup, encore, s'il vous plaît. Pardon, merci. Et donc, on est vraiment dans cette logique de détenir pour protéger durablement et d'apporter une garantie de la vocation écologique de sites et donc au service de la biodiversité et on l'a évoqué rapidement tout à l'heure aux enjeux climat.
Ce qui est assez intéressant, c'est que le réseau conservatoire et les propriétés aujourd'hui du fonds de dotation et encore plus demain de la fondation sont reconnus par l'État comme participants aux aires de protection forte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, le président de la République a demandé que 30% du territoire soit sous aires protégées et 10% en aires de protection forte. C'est la stratégie nationale des aires protégées et les sites détenus et gérés par les conservatoires sont reconnus pour cet enjeu-là, avec derrière des hauts standards de gestion écologique pour justement assurer une préservation de la biodiversité. Alors pour y parvenir, je vous ai mis 2 petits exemples très rapides et concrets pour que vous puissiez visualiser le champ des possibles. Est-ce qu'on pourrait passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on a réalisé, c'est un document un cahier d'activité nature. La fédération a réalisé ça pour justement cette action de sensibilisation, puisqu'on est persuadé il faut aussi que les citoyens de demain, que sont les enfants, soient sensibilisés à l'importance de la biodiversité pour ce qu'elle est, et puis les Par contre, je crois services qu'il qu'elle faut rend. avancer. Oui. On ne voit pas le cahier de la nature, il y a un petit souci dans le PowerPoint. Bon, c'est pas grave, je le connais plutôt bien. Oui, mais il est joli, il faut qu'on le voit justement. Oui, Julie, c'est oui, bien qu'on puisse le voir aussi. je vous invite à le partager. Ce qu'on a réalisé, c'est que les bénéfices de la vente de ce cahier d'activité ont été intégralement reversés au fonds de dotation, ce qui nous permet aujourd'hui d'acquérir 8 hectares de zones humides sur lequel on aura un travail un travail en termes de pédagogie. Voilà, le petit cahier, avec une déambulation pour que ces enjeux, de la biodiversité, les espèces qu'on va y trouver soient expliqués. Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire pour les préserver, et puis stimuler un peu la curiosité de chacun. Et puis un autre exemple de réalisation par le fonds de dotation avec une entreprise, c'est le groupe Agro Mousquetaire, hein, donc Intermarché. C'est de travailler sur les aires d'alimentation de captage en eau potable sur certaines de leurs sources. L'enjeu, c'est travailler pour la préservation de la biodiversité, notamment avec des exploitants agricoles, avec du pâturage par fauche, des animations de nature, enfin tout ce genre de choses, pour que l'eau qui alimente ces sources soit de bonne qualité et que chacun puisse boire de l'eau potable, non trop traitée. Voilà, c'est un des services que nous rend la nature, c'est de pouvoir vivre. Voilà, donc je pourrais en parler plus amplement. Et puis, je vous ai évoqué rapidement la fondation, donc c'est l'avenir, hein, du fonds de dotation, c'est sa transformation, donc en fondation qui devrait s'appeler Fondation Espace Naturel de France, donc vous en entendrez parler, j'espère. Et est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Qui a 3 grands axes de travail. Alors, on garde notre philosophie de préservation des espaces naturels parce que c'est notre cœur de métier et c'est important. Donc, on continue avec quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans la perte de la biodiversité, l'une des causes, c'est la fragmentation des espaces naturels, des milieux, et que l'une des choses que l'on souhaite réaliser, c'est contribuer, alors la fameuse trame verte et bleue, c'est-à-dire consolider un réseau de sites écologiquement cohérents et fonctionnels entre eux pour que les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, puissent circuler. Et en maîtrisant la propriété de ces espaces-là, on est un peu plus fort pour apporter cette garantie de cette vocation écologique. Et puis rapidement, continuer à impliquer et même aller impliquer davantage les acteurs, que ce soit les citoyens, les entreprises, les collectivités sur la conservation et la gestion patrimoniale des espaces naturels. Et puis, toujours notre cœur, travailler sur la politique foncière, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais les arbres, ça ne pousse pas dans le ciel, et que l'eau, même si elle arrive du ciel, elle s'écoule sur nos terres, et donc il faut y faire attention. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing pour ne pas manger celui de mes collègues. Julie, c'est formidable. On va aller sur le slide suivant pour avoir ce très joli visuel où tu nous remerciais de ton Ouais. attention. Moi, je trouve que cette intervention est particulièrement intéressante puisqu'effectivement, vous êtes des opérateurs.
Au départ, c'est un fonds de dotation qui agit. Maintenant, bientôt, ça va être une fondation Espace Naturel de France. Et peut-être ce qu'on peut souligner dans ton intervention, qui moi, en tout cas, m'a beaucoup marqué dans la préparation, c'est ce que tu as indiqué, c'est-à-dire l'implication citoyenne. Et ça, c'est formidable parce que, en tant qu'individu, voilà, cette perception de la biodiversité, des enjeux, elle est permise grâce à vos actions. Et puis, l'action collective, on voit bien que vous travaillez avec un certain nombre d'acteurs dans les territoires, dans les différents espaces. Et ça, je trouve ça tout à fait à l'image dont nos grands enjeux sociétaux aujourd'hui doivent être traités. Alors, sans plus attendre, dans un tout à fait très bon timing, nous allons enchaîner. Alors, cette fois, c'est Nathalie Andria Mamangi qui va prendre la parole et qui va nous expliquer en tant que Environment Project and Communication Manager, je ne sais pas si je l'ai dit correctement, Nathalie, de la Fondation BNP Paribas, et qui va nous expliquer qu'effectivement, au sein de cette grande fondation aussi, la biodiversité est un vrai sujet dans les programmes et les actions soutenues. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc pour faire plus simple, je suis chargée des programmes environnement de la Fondation BNP Paribas. Donc voilà, ça englobe effectivement la gestion des projets, enfin le suivi des projets et puis la communication autour de nos actions et des projets de recherche qu'on soutient, dont je vais parler un petit peu plus précisément tout à l'heure. Donc juste pour un rappel, un bref rappel de ce qu'est la Fondation BNP Paribas. Donc, elle a été créée en 1984 et elle intervient sur 3 champs d'action. Si on peut avancer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc 3 champs d'action, la solidarité, l'environnement et la culture. Donc rapidement pour la solidarité, notre action principale, c'est le soutien à la lutte contre toute forme d'inégalité et d'exclusion, donc pour les populations jeunes, les femmes, les réfugiés, etc., en soutenant des programmes en faveur de l'insertion sociale et de l'éducation. Et pour la culture, notre action principale, c'est le soutien à la création artistique, donc en accompagnant des artistes de jazz, de danse contemporaine et des nouveaux arts du cirque, ainsi que des festivals. Donc, dans le cadre du champ d'intervention environnement, nous avons 2 missions principales. La première, le soutien à la recherche environnementale et la vulgarisation scientifique, donc pas uniquement, mais principalement autour des projets de recherche que nous soutenons, pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, le focus va bien sûr être sur notre mission première. Pourquoi soutenir la recherche? Si on peut avancer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la recherche scientifique est un préalable nécessaire aux actions concrètes. En effet, à la Fondation BNP Paribas, nous sommes convaincus qu'améliorer nos connaissances sur les dérèglements du système climatique et en évaluer les conséquences sur notre environnement et nos sociétés permettront à tous les acteurs et actrices d'adapter leur comportement. Donc, c'est pourquoi la Fondation a créé en 2010 un programme international de mécénat, donc qui repose sur un appel à projets qui est organisé tous les 3 ans et doté d'un budget de 6 millions d'euros, donc pour les 3 ans, afin de financer et valoriser entre 5 et 9 projets de recherche transdisciplinaires. Et cet appel à projet repose également sur un processus de sélection rigoureux, qui est notamment porté par des personnalités reconnues dans leur domaine de recherche, donc notre comité scientifique. Donc nous avons eu des personnes issues de l'IRD, du CNRS, des personnes qui sont membres du GIEC aujourd'hui, et des personnalités bien sûr internationales, françaises, suisses, anglo-saxonnes, italiennes, etc. Donc, à la lumière de quelques projets de recherche qui faisaient déjà état des interactions entre changement climatique et biodiversité, donc dans nos précédentes promotions de projets soutenus, et l'érosion de la biodiversité étant aujourd'hui au cœur des préoccupations mondiales, il est apparu plus que nécessaire de mieux protéger et préserver les écosystèmes naturels. Donc, forte de ces constats, en 2019, la Fondation fait le choix de renommer son programme Climate Initiative en Climate and Biodiversity Initiative et officialise ainsi l'orientation de son nouvel appel à projet pour soutenir la recherche scientifique sur les interactions entre climat et biodiversité. Donc depuis 2010, ce sont 27 équipes de recherche qui ont été soutenues, donc composées de chercheurs, chercheuses, professeurs, ingénieurs, techniciens, techniciennes, issus d'universités, d'organismes de recherche internationaux. Elles ont été soutenues à hauteur globale de 18 millions d'euros. Et en mi-février de cette année, nous avons lancé notre 5e appel à projet, donc pour la saison 2023-2025. En outre, au regard de nos actions de sensibilisation de nos publics, ce sont aujourd'hui près de 700 000 personnes qui ont été sensibilisées aux enjeux environnementaux. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Sur un petit délai. Donc, sur la cartographie. Il y a des soucis de connexion et voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit souci de passage sur les slides.
pas de problème. Mais sur la Pas de cartographie signe qui de va la main. arriver, Oui. voilà, je voulais imager l'étendue du périmètre des projets que nous avons à cœur de soutenir. Donc, à ce jour, nous avons des projets qui couvrent de la biodiversité animale, végétale, microbienne, la point de vue biodiversité marine, les récifs coralliens, les impacts de l'acidification des océans, sur la biodiversité terrestre, donc les forêts, l'agriculture, les effets du changement climatique sur la fonte du pergélisol, sur la fonte des glaciers, donc sur les écosystèmes polaires. Un petit billet santé aussi qui est arrivé récemment, hein, comme on le sait tous et toutes, et puis aux quatre coins du globe, comme on dit. Donc, pour être un peu plus concrète, donc je vais vous partager quelques sujets de projets de recherche que nous soutenons, mais parmi ces 27, hein, donc voilà, c'est un petit peu arbitraire entre guillemets ce que j'ai choisi, mais donc par exemple, une équipe de chercheurs a travaillé pendant 5 ans à calculer l'impact économique engendré par les espèces exotiques envahissantes dans le monde depuis les années 70. Donc cette révélation scientifique a été enrichie par la collaboration de 100 experts à travers 39 pays. Donc résultat, l'estimation, donc ce n'est qu'une estimation basse, du coût des dégâts engendrés par les espèces exotiques envahissantes a été évaluée à 1300 milliards de dollars entre 1970 et 2017, dont 163 milliards de dollars pour la seule année 2017. Donc ça fait environ 27 milliards de dollars en moyenne par an. Et sur la période étudiée, les chercheurs ont montré que ce coût doublait tous les 6 ans et triplait tous les 10 ans. Un autre projet de recherche qu'on soutient étudie en fait le rôle de la biodiversité des arbres dans la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire quelles sont les meilleures combinaisons d'espèces d'arbres qui, plantées ensemble, pourront optimiser le fonctionnement des forêts pour atténuer et s'adapter aux futurs impacts du changement climatique. Un autre projet étudie, dans un contexte de changement climatique, donc, quels sont les impacts sur la biodiversité, donc là en l'occurrence en Afrique australe, aux interfaces population humaine-nature. Et donc, par conséquent, quel est le rôle de cette biodiversité, mais aussi des comportements et pratiques humaines, dans la transmission de maladies infectieuses entre les espèces humaines, animales, sauvages et domestiques. Un autre projet qui cherche à mieux comprendre les mécanismes donc, de séquestration du carbone dans le sol, dans les systèmes agricoles, des zones tropicales, pour ainsi améliorer en fait, les pratiques d'agriculture familiale pour non seulement contribuer à la sécurité alimentaire, mais aussi participer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'Arctique et l'Antarctique figurent parmi les régions les plus affectées par le changement climatique. Donc 8 espèces d'oiseaux et de mammifères marins de ces régions ont été identifiées pour mesurer l'impact du réchauffement climatique sur ces écosystèmes en suivant donc des individus et en collectant des données sur leur comportement de recherche alimentaire. Ou encore, quels sont les différents services écosystémiques, comme on en parlait un peu plus tôt, rendus par la biodiversité marine, comme par exemple les petits poissons des récifs coralliens ou encore les phytoplanctons marins. Et donc, quels sont les impacts à long terme sur ces organismes, donc du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, par exemple l'impact du phénomène de blanchissement des coraux à long terme. Donc voilà, dernière slide s'il vous plaît, pour en savoir toujours plus sur nos actions en faveur de l'environnement, sur les projets que nous soutenons, leurs avancées et résultats. Donc vous pouvez bien sûr consulter le site de la Fondation BNP Paribas et plus particulièrement les pages sur notre programme Climate and Biodiversity Initiative. Et dans la section actualité de notre programme, vous pouvez retrouver ici de nombreux articles à propos des projets soutenus donc sur leurs avancées, leurs résultats, donc des articles sur notre site BNP Paribas, The Conversation France, etc. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles des projets en live, dirons-nous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage et je trouve les exemples que tu as pris tout à fait illustratifs de la diversité des sujets qu'il faut traiter. Et en plus, je crois qu'on doit être vraiment interpellé. Moi, j'ai commencé dans l'introduction à rappeler qu'effectivement, les aspects écosystémiques et les impacts de perturbation ou d'effondrement de la nature vont avoir un coût, ont un coût, et qui a déjà été estimé, je vous disais, à 50% du PIB mondial. Et là, quand je pense à un banquier nous dit que ça coûte 27 milliards par an, d'après un des projets que vous avez soutenus, c'est absolument fondamental. Je profite aussi, puisque là, dans le timing, on est parfaitement en ligne avec les horaires. Peut-être c'est aussi de souligner cette notion de zoonose.
puisque tu as parlé d'un des projets que vous avez soutenus sur les notions de maladies transmises par les animaux. On voit bien qu'avec l'actualité du coronavirus et toutes les formes qu'il prend aujourd'hui, ces questions de zoonose avec les interrelations entre la vie sauvage et l'homme sont des sujets avec des conséquences énormes, mondiales, et qu'on est en train de vivre, bien entendu, tous en live. Voilà, donc ça me paraissait peut-être important de le souligner. Et effectivement, vous avez vraiment fait la démarche tout de suite de mettre en exergue que nous ne parlons plus simplement de climat, mais bien entendu de climat et de biodiversité, et que tous ces sujets sont bien entendu enchevêtrés. Alors, nous avons encore un dernier témoignage en la personne de Jean-Thierry Winstel, donc, qui est donc dirigeant fondateur de la Fondation Bioviva. Et Jean-Thierry, toi, c'est dans l'opérationnalité que les choses se passent. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que Bioviva et des exemples de projets ou de choses que vous faites qui justement se mettent complètement au service de la biodiversité? Nous t'écoutons. Avec plaisir et bonjour à tous. Donc la Fondation Bioviva porte un nouveau projet qui consiste à développer un dispositif international d'éducation et de mobilisation des enfants de 6 à 12 ans pour la préservation de la biodiversité, sous l'égide des Nations Unies dans le cadre de la décade Rescue Biodiversity et en partenariat avec l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi on se lance dans un tel dispositif? Essentiellement pour 3 raisons. Parce que, d'une part, il n'existe pas de dispositif international sur le sujet et que dans la très grande majorité des pays du monde, il n'y a rien en termes d'éducation sur ces questions. Deuxièmement, c'est que si on veut que les choses évoluent durablement en matière de changement climatique, de biodiversité, eh bien, il faut s'attaquer aux causes et non aux conséquences. Et les causes, eh bien, tout simplement, c'est le comportement humain. Et troisième point, le respect, la préservation du monde qui nous entoure, ce n'est pas un comportement inné, c'est un comportement qui s'acquiert. Sinon, ça se saurait. Pour ça, il n'y a pas tant de solutions. Il faut s'y prendre dès le plus jeune âge et tenter d'utiliser les meilleurs outils et les meilleures méthodes qui soient en termes d'éducation au vivant. Et nous, on en a identifié 2. C'est 1 par le jeu, J-E-U, et 2 par le faire, F-A-I-R-E. Et pour ça, on se doit de développer de nouvelles formes de pédagogie. Donc, la solution que l'on propose, c'est d'une part d'offrir aux enfants du monde des activités de terrain, des outils pédagogiques ludiques, des moments de vie partagés autour de la nature, afin de leur permettre de s'émerveiller, de l'aimer et de prendre conscience de l'importance de la protéger. Mais pour cela, il est aussi essentiel de donner les moyens aux enseignants, aux appreneurs, de pouvoir accompagner les enfants qu'ils ont avec eux. Et là encore, dans le but de réussir cette fameuse appropriation et ce changement de paradigme. Chez un adulte, c'est compliqué. Il est préférable de s'y prendre le plus tôt possible au niveau des enfants. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le rôle de la Fondation Bioviva, c'est à la fois d'apporter l'expertise sur ce type de sujet, notre créativité et la facilitation. Pourquoi? Parce que nous, on est un petit peu experts de la pédagogie par le jeu, puisque la Fondation est issue de l'entreprise à mission Bioviva qui travaille depuis 25 ans sur le sujet, parce que on a développé beaucoup de projets en lien avec la biodiversité, qu'il est essentiel de comprendre et d'apporter une solution d'ingénierie sur les projets à impact, de créer des alliances stratégiques entre des petites associations de terrain qui font un travail remarquable, mais qui doivent être mieux connues et aussi accompagnées, notamment grâce à de la facilitation. Donc le dispositif, il est à la fois hybride, il est ouvert et personnalisé. On a d'une part une plateforme collaborative en ligne qui se veut interactive, ergonomique, ludique, au service des acteurs de l'éducation et de toutes leurs parties prenantes, et d'autre part, des actions de terrain portées par les enseignants, les associations, qui pour créer des jardins potagers urbains, qui pour planter les arbres, qui pour observer les animaux sauvages, régénérer des récifs coralliens,
développer du land art, bref, de très nombreuses activités qui permettent encore une fois aux enfants de se reconnecter au vivant. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est un programme qui est ambitieux. On travaille avec l'AFD. On est en train d'être observé par la République pour obtenir le haut patronage. L'Office français de la biodiversité est également partie prenante. On a déjà de grandes villes qui sont intéressées, la ville de Dakar, la ville de Ouagadougou, pour mettre à disposition tous les enseignants et toutes les écoles de leur ville pour déployer ce programme. Autre innovation importante, c'est que évaluer scientifiquement la performance d'un programme éducatif sur le vivant, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on travaille à la fois avec le CIRAD, avec le CNRS, avec la Maison des sciences de l'homme, pour tenter d'accompagner, de suivre l'évaluation des programmes pédagogiques qui seront mis en place sur le terrain pendant les 3 prochaines années. Pour cela, slide suivante s'il vous plaît, c'est un programme qui est ambitieux. On a fixé des objectifs précis, 2000 écoles, 6000 classes, 500 centres d'accueil, 300 000 enfants, 300 jumelages d'écoles, de nombreux arbres plantés, des potagers, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, nous, on initie le programme et maintenant, il est temps d'aller chercher des partenaires, qu'ils soient financiers ou non, privés ou publics, pour pouvoir porter à connaissance d'une part et ensuite agir concrètement sur le terrain en France comme à l'étranger. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, vous êtes tous formidables. Jean-Thierry, pour terminer, dans le timing, vous êtes extra. Il est 9h05, on va avoir le temps de passer à la séquence questions-réponses tranquillement. Et ça, c'est chouette parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Peut-être que je peux peut-être dire aussi en conclusion dans ce que tu nous as dit, parce que ça m'a marqué, c'est plusieurs choses. D'abord, toi aussi, tu considères que la place de la science sur ces sujets-là est fondamentale. Ça a été redit par Nathalie et Julie précédemment. Ça a été dit aussi à un moment donné par Emmanuel, même si malheureusement on n'a pas pu visionner la vidéo jusqu'au bout. Ça me paraissait important de le dire. Tu redis aussi qu'effectivement, vous, votre champ d'action ne se limite pas à la France, mais aussi à l'international, bien entendu. C'est important. Et puis la dimension multi-acteurs qui me paraît essentielle. Petit clin d'œil d'ailleurs, puisque nous avons en général souvent l'idée de rappeler que les ODD sont importants. Je vous rappelle que dans l'agenda 2030, puisqu'on parle de biodiversité ce matin et de climat, il y a donc 3 ODD qui nous concernent, on va dire peut-être 4 ODD qui nous concernent particulièrement. Le premier, c'est l'ODD 13 sur la lutte contre le changement climatique, l'ODD 14 sur la biodiversité aquatique, c'est-à-dire celle qu'on va retrouver dans les rivières, dans les fleuves ou dans les océans, et puis la biodiversité terrestre, qui est l'ODD 15, et l'ensemble des projets que vous présentez là illustre aussi parfaitement l'ODD 17, qui est l'ODD des partenariats, et qui explique qu'il ne faut pas y aller seul, qu'il faut y aller à plusieurs, et qu'il faut se coordonner, co-construire, et notamment sur le volet mise en place et financement. Voilà, ça me paraissait important peut-être de le redire par rapport à ce que tu nous as développé ce matin. Et un gros acteur aussi en France que je n'ai pas cité tout à l'heure quand j'ai redonné le contexte, c'est l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui fait un excellent travail. Voilà, qui est un acteur incontournable en France. Alors, je vous ai invité à poser vos questions dans le chat. Donc, il y en a un certain nombre qui commencent à être posées. On va peut-être les prendre au fur et à mesure. Alors, à la question, où peut-on trouver le cahier d'activité nature ? Eh bien, effectivement, il peut se retrouver en librairie ou en contactant la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. On peut le télécharger peut-être en ligne ou pas du tout, Julie? Non, par contre, ce qu'on a réalisé, en fait, on a fait le premier opus, c'était l'an dernier. Ce dont on s'est aperçu, c'est que l'enjeu prix pouvait être discriminant. Or, on considère que c'est une information qui doit être partagée avec tous, qui est vraiment d'intérêt général. Donc, cette année, on s'est tous mobilisés fortement, et on a des entreprises mécènes qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse produire un format réduit, gratuit, qui va être distribué dans les classes avec lesquelles nos collègues sont dans les conservatoires avec lesquels ils travaillent, pour que l'enjeu prix ne soit pas une source de discrimination dans l'accès à cette information.
Donc, grâce au soutien voilà, de la boulangère bio et de la MGEN, on a pu éditer ce petit opus. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une coédition avec Plume de Carotte, pour être parfaitement transparente. C'est très joli, Plume de Carotte comme nom, ça ne s'en Voilà. manque pas, c'est extraordinaire. Moi, j'avais une petite question à poser à Nathalie, puisque sur est-ce que j'ai bien posé ma question? Je ne sais plus, est-ce qu'elle est bien partie, ma question? Comment est-ce qu'on mobilise chez BNP Paribas les collaborateurs, puisque vous avez tous pris conscience au sein de la Fondation et vous mettez ça au cœur de votre programme, que le climat et la biodiversité, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a du coup des actions parallèles qui sont faites dans l'écosystème lui-même des collaborateurs du groupe? Alors, il y a entre guillemets, hein, d'un côté, le groupe BNP Paribas et la fondation. Donc, le groupe BNP Paribas, lui aussi, met en place, des sessions de formation, de sensibilisation, aux enjeux, environnementaux, actuels. Et nous, au titre de la fondation BNP Paribas, dans notre mission sensibilisation, nous avons évidemment, en première cible, les collaborateurs et collaboratrices du groupe BNP Paribas, ainsi que nos clients et clientes, c'est aussi important. Mais donc, nous organisons notamment, des conférences à leur attention ou à l'attention même du grand public, avec, nos chercheurs et chercheuses lauréates des projets, de recherche que l'on soutient, qui vont aller justement, présenter, expliquer, leurs recherches, en vulgarisant, hein, parce que les chercheurs, on le sait, les chercheurs et les chercheuses sont déjà habitués à partager, leurs recherches et leurs résultats, mais majoritairement vers, le monde scientifique, vers des homologues, des pairs. Et donc, il y a aussi cette notion d'innovation, dans le monde scientifique, de partager avec le plus grand nombre et donc vulgariser la science. Et donc nous, on essaye de faire d'être ce pont en fait entre, les citoyens et la communauté scientifique. Donc on organise des conférences, on leur permet aussi, comme j'avais, cité un petit peu plus tôt, on leur permet de publier justement, leurs recherches ou enfin de parler de leurs travaux, pardon, à travers des médias, vulgarisateurs comme The Conversation France. On les accompagne sur des projets sur différents formats, des vidéos sur YouTube pour présenter leurs projets, enfin voilà, leurs recherches et cetera. Et puis, on par exemple, on soutient, la création d'expositions. Par exemple, en 2015, nous avions soutenu, la création de l'exposition Climat, l'expo à 360°, par, la Cité des Sciences, donc, à Paris. Et puis ensuite, nous, on a pris le parti d'en faire une version, itinérante et de la faire voyager dans notamment 17 pays où le groupe BNP Paribas est présent, donc, pour aller, au contact des populations locales et des collaborateurs et collaboratrices dans ces pays-là. Et puis en 2020, on a décidé de renouveler en fait notre partenariat avec la Cité des Sciences et on soutient, l'exposition qui est actuellement, à la Cité des Sciences qui s'appelle Bio-inspiré, donc, Bio-inspiré, une autre approche. Donc là, c'est vraiment, centré sur, le biomimétisme. Comment s'inspirer de la nature pour pouvoir, continuer à à «exister» entre guillemets, à vivre, hein, à travailler et cetera, mais en s'adaptant en fait à notre environnement. Et donc c'est une exposition qui court jusqu'en 2025, donc, voilà. Donc voilà, en fait, on essaye de toucher nos différents publics, par un spectre d'action, le plus large possible qui touche, plusieurs, médias, plusieurs formats, voilà. Mmh. OK, merci beaucoup. Alors dans le chat, il y a effectivement à juste titre, Max, Tillet-Duboulet qui nous dit: «Mais justement le sujet est tellement vaste pour les fondations distributives qui voudraient agir sur la biodiversité. Comment savoir sur quelle priorité agir sans se perdre dans un nombre de sujets d'écosystème colossal? Y a-t-il un consensus?» Alors je vais répondre en 3 points. Premièrement, oui, il y a des consensus de scientifiques qui suivent ces sujets-là, avec des vrais projets de recherche et des éléments de mesure qui sont en train vraiment voilà, de plus en plus nombreux. C'est un sujet de plus en plus suivi. Peut-être redire aussi que finalement, quand on parle de l'érosion de la biodiversité, il y a différentes causes. Il y a le changement climatique, on l'a vu. Et il y a ce qu'on appelle les causes anthropiques liées aux activités de l'homme. Donc, il y a les introductions d'espèces exotiques envahissantes,
Ça a été notamment évoqué par Nathalie, puisque ça a été un des projets que vous soulevez. Donc, sur ces sujets-là, oui, il y a des vrais projets à soutenir. La lutte sur tout ce qui est pollution de l'eau, des sols et de l'air, les scientifiques ont démontré, bien entendu, que ceci a un impact sur la biodiversité. Troisième aspect, la surexploitation des espèces, au niveau de la surpêche, la déforestation, le braconnage, et puis de façon plus globale, toute la destruction et la fragmentation des milieux naturels, parce qu'il y a des problématiques d'urbanisation, les infrastructures de transport, d'où cette notion qui a été évoquée de préserver les aires sauvages. Dans le chat, Béatrice vous a remis, nous avons, il y a un lien, vous pouvez aller voir, il y a une dizaine de fondations qui se sont aujourd'hui spécialisées sur les thématiques de la biodiversité. On a aussi d'autres alliances qui existent, je pense à Act for Nature, avec des grandes fondations d'entreprises qui se sont rassemblées pour soutenir ces sujets-là. Il y a des façons d'aller chercher les sujets, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'avais aussi posé une petite question à Julie, c'est est-ce qu'il y a des équivalents en Europe ou dans le monde de ce que l'on fait de bien, nous, au niveau des conservatoires d'espaces naturels? Alors là, je risquerais de vous dire une bêtise. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la dynamique de préservation d'espaces naturels, à l'échelle européenne, il y a un travail qui s'appelle, enfin une entité, une association qui s'appelle Eurosite, qui rassemble plusieurs associations qui ont des démarches comparables. La singularité en fait du réseau conservatoire, ce qui fait que, alors on n'est pas hyper connu à proportion de ce qu'on fait, hein, clairement, parce qu'on on passe notre temps avec les bottes aux pieds plutôt à dire, à faire plutôt qu'à dire. La particularité, c'est qu'en fait, il y a plusieurs thématiques. Quand j'entends, par exemple, l'espèce exotique envahissante, que je pense, je voyais la question de Max sur la question de qu'est-ce qui est prioritaire. Par exemple, nous, dans les choses que l'on fait, les sites qui sont les plus gérés, par exemple, sur lesquels on intervient le plus, c'est tous les espaces Natura 2000, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même ça veut dire qu'on a identifié qu'il y avait des enjeux de biodiversité très importants et ce qui est assez important, c'est qu'on réfléchit Natura 2000 au-delà de l'espace français. On est vraiment sur un réseau européen, donc ça, je trouve ça assez intéressant en termes de connectivité, connexion entre les sites et à l'échelle européenne. Nous, on travaille aussi beaucoup sur la thématique des zones humides dans leur diversité et notamment sur la question des tourbières. Pour lequel il y a alors je suis devenue un pas fan des tourbières, mais pas loin. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que sur l'enjeu zone humide, au-delà des écosystèmes singuliers d'une biodiversité riche, quand on voit les enjeux de sécheresse, c'est aussi extrêmement important d'avoir des espaces le zone humide, pour résumer, c'est une éponge. Donc quand il y a trop d'eau, elle absorbe l'eau et après elle la relâche tout doucement. Donc dans des périodes de sécheresse, c'est très, très important pour la biodiversité, mais aussi par rapport à des enjeux comme des risques de submersion marine, la gestion du risque inondation, qui vont être plus présents avec en fait, à l'atténuation des conséquences du changement climatique. Ces espaces-là sont aussi très importants. Donc, parfois, ce n'est pas tant des espèces que des milieux qui peuvent être favorables pour faire venir des espèces ou leur constituer des milieux refuges. Et ça, à l'échelle européenne, je sais que Eurosite travaille dessus. Et puis, il y a des programmes LIFE qui sont portés pour aussi travailler sur les initiatives privées au service de ce patrimoine commun qui est la biodiversité. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors justement, sur les questions posées par Max, qui dit voilà, le champ est très large, ou même Florence Bernard qui nous dit moi je suis pas forcément sur ces sujets-là. Pour la Fondation de l'Armée du Salut, on accompagne les personnes vulnérables. Comment je peux agir? Est-ce que vous avez des idées? Parce que peut-être Jean-Thierry, on t'a pas encore entendu. Est-ce qu'il y a des idées que tu pourrais suggérer? Mais complètement. En fait, nous, justement, on travaille avec des ONG qui ont plutôt une vocation sociale et on propose des activités, que ce soit pour les enfants ou pour des adultes. D'une part, parce que la nature permet des choses simples et gratuites, que c'est un très bon moyen de créer du lien et que
moi, j'invite toutes les associations à vocation sociétale à trouver des activités en lien avec le vivant. Et c'est tout à fait possible. Je pourrais même vous donner un certain nombre de ces activités. Il existe des outils. Et encore une fois, un être humain, a priori, il a une appétence par rapport à ça. Donc, on l'a fait, nous, depuis plusieurs années avec des camps de réfugiés en Syrie et au Liban, dans des conditions dramatiques. Je peux vous dire que ça marche. On l'a fait en France avec la Croix-Rouge, on le fait avec MSF. C'est essentiel même de le faire. Donc là, on a une réponse. Peut-être en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le consensus scientifique, Isabelle Cornu nous dit où est-ce qu'on peut trouver le consensus scientifique. Moi, j'ai envie de dire, en allant sur les sites justement des gros acteurs, je pense à l'OFB, mais peut-être Nathalie ou Judy ou même Jean-Thierry, vous voulez compléter? Alors, il y a à la fois un consensus scientifique international, de toute façon, on est tous assez d'accord sur les constats. Il y a des données nationales et internationales. Vous allez effectivement sur le site de l'OFB, vous avez même sur le site de l'AFD, il y a tout ce qu'il faut. Et là encore, on pourra vous donner des liens de structures qui vous permettent d'éclairer véritablement les questions que vous posez. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Nous avons Nathalie, Charlotte, pardon, Grouzet qui nous dit le rapport de l'IPBES, oui, qui est l'équivalent du GIEC que je citais au début, qui effectivement est l'espace où on a l'espace des scientifiques. Le GIEC, c'est l'espace des scientifiques qui rassemble l'ensemble des études et des recherches qui sont faites et qui sont analysées. On a effectivement l'équivalent avec l'IPBES que j'ai cité en introduction, qui est aussi effectivement l'espace où on peut le faire. Et Delphine, de la Fondation Rotalbin et parle de la Fondation pour la recherche en environnement Rovaltin, qui effectivement peut être aussi un espace où c'est intéressant de retrouver ces sujets-là, puisqu'on est sur la recherche sur la biodiversité. Il y a aussi la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Les acteurs sont nombreux. On pourra effectivement vous remettre la liste des liens par rapport à ce qui est cité ici sur le chat. Alors, est-ce que, Béatrice, j'ai besoin de ton aide? Est-ce que j'ai raté des questions? Parce que comme je suis à la fois au timekeeping, à l'animation et aux questions, est-ce que tu peux me dire si j'ai oublié une question dans le chat? Non, pas du tout. On a tout trouvé. Il y a juste Max qui demandait la réaction de tous les intervenants. Donc, si jamais d'autres veulent encore faire un commentaire, surtout n'hésitez pas. Et puis ensuite, on va essayer sur les 3 ou 4 dernières minutes de vous repasser la vidéo qui a l'air de fonctionner. Donc voilà, ça serait bien. Alors, on écoute la vidéo si tout le monde est OK et si on a bien répondu aux questions. Avant Sauf il si peut y avoir des Nathalie, voilà, si réactions Nathalie veut ajouter quelque chose ou Julie, bien sûr. Je crois que tout est dit. Après, si vous avez des questions, venez vers chacun de nous. Plus on est nombreux, mieux on s'en portera. Quel conseil donneriez-vous à une fondation qui souhaite s'attaquer au sujet biodiversité? Je pense que là, il y a de lire le rapport IPBES, donc de caler un petit temps pour apprivoiser cette matière. Après, en tout cas, je peux parler que de mon expérience personnelle. Une fois qu'on a mis dedans, c'est difficile de penser à d'autres sujets parce que le sujet est vaste, les liens avec tout ce qui peut faire sens par ailleurs sont multiples. Donc, voilà, c'est juste prévenez votre entourage, vous risquez d'être monomaniaque et d'avoir encore plus envie de faire pour le collectif. Alors, il y a Delphine qui nous a mis, merci beaucoup, le dernier rapport d'Inine Reif-Remer sur l'effet des produits phytosanitaires sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et si Emmanuel Denano avait pu être avec nous ce matin, il aurait répondu à la question de Christine qui nous pose la question sur les recherches pour accélérer le remplacement des pesticides. Évidemment, puisque Emmanuel est un spécialiste de la permaculture, et il aurait été au fait de ces sujets-là. Peut-être on peut citer un outil de sensibilisation pour vos structures qui est intéressant. Vous connaissez la fresque du climat pour un certain nombre d'entre vous, qui est un atelier de 3 heures qui permet de mettre en exergue les problèmes, les effets de cause à effet au niveau du climat. Eh bien, il y a l'équivalent sur la biodiversité. Il y a un outil qui s'appelle la fresque de la biodiversité et qui permet aussi sur un temps d'à peu près 3 heures de travailler sur un groupe de 8-12 personnes pour faire de la sensibilisation sur la biodiversité. Ça peut être un outil au sein de vos organisations, voilà, pour aller sur ces sujets-là.
Est-ce que Nathalie ou Julie, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à comment faire pour aller sur ces sujets-là? Ou sinon, on va écouter tranquillement Emmanuelle Delannoy sur la vidéo si elle remarche. On va poser des questions, Tout a soyez été curieux. dit, mais oui, si vous avez plus de questions sur ce qu'on fait précisément, n'hésitez pas. En tout cas, l'idée de ce réveil climat, c'est de mettre le sujet au cœur et de vous montrer qu'effectivement, c'est un sujet important, incontournable, tout comme le climat, et que nos fondations, c'est bien aussi nos fonds et fondations, nos fonds de dotation et nos fondations aillent sur ces sujets-là et pas simplement sur le climat. Ok, bah, il est 9h24, peut-être c'est le moment de retenter la vidéo. Béatrice, si tu es ok, et Paco est aux manettes. Oui, oui, tout à fait, je suis prête et après je vous donnerai les dates à venir de nos événements. Super. Alors pour commencer, s'il y avait une seule idée à partager avec vous, ce serait vraiment celle-là. Il n'aurait aucun sens à parler de climat sans parler de biodiversité. Parce que finalement, on peut voir le climat comme étant une sorte de coproduction de l'ensemble des acteurs du système vivant planétaire. Le climat n'est pas autre chose qu'une des expressions, je dis bien une des expressions, de la capacité d'autorégulation du système vivant planétaire. Vous l'appelez la biosphère, vous l'appelez la biodiversité, c'est pareil, pris dans son ensemble. Il s'agit de ce qu'on appelle un système autopoïétique. Autrement dit, c'est un système qui est doté de propriétés, d'autorégulation et d'auto-entretien. Janine Benyus, à qui on doit l'ouvrage Biomimétisme, et qui a été la première à conceptualiser le biomimétisme, avait cette formule qui disait, mais finalement, la vie crée des conditions propices à la vie. Et c'est vrai qu'il faut le voir comme cela. Toute espèce aujourd'hui, toute espèce qui constitue la biosphère est ce qu'on appelle une espèce ingénieure, c'est-à-dire c'est une espèce qui va agir activement sur son environnement, qui va modifier son environnement et avoir un effet sur son environnement. L'humble ver de terre, Charles Darwin a écrit son dernier ouvrage sur le ver de terre, est un ingénieur de l'environnement. Il façonne les paysages, il structure les sols, il crée des conditions qui vont être favorables à énormément d'espèces, et notamment les plantes, les végétaux, les arbres qui vont pousser sur les sols, qui auront pu être structurés et formés par le ver de terre, entre autres évidemment avec une cohorte d'autres espèces. Le corail, par exemple, le polype corallien, c'est un des plus petits organismes multicellulaires à peine visibles à l'œil nu, et pourtant, ils créent ensemble, en créant des vastes colonies, des édifices qui sont visibles depuis l'espace, des satellites ou de la Lune, comme la grande barrière de corail. Et donc, il est normal finalement que l'espèce humaine soit elle aussi une espèce ingénieure, que l'espèce humaine ait elle aussi un impact sur son environnement et qu'elle modifie son environnement. Sauf qu'il y a quand même une différence de taille. Les autres espèces agissent de manière inconsciente, mais elles agissent en respect, on peut le dire comme ça, de principes acquis. Toutes les espèces ont acquis ensemble ce qu'on appelle des propriétés émergentes au long de 4 milliards d'années d'évolution, de coévolution. Alors ces principes, on les appelle parfois les principes du vivant. D'une certaine manière, et pour faire un clin d'œil à Baptiste Morisot et Alain Damasio, on peut dire que ce sont des principes de politesse, des règles de vivre ensemble. Alain Damasio parle de cosmopolitesse. Et ce sont ces principes du vivant qui rendent possible la coexistence et la coévolution au sein de la biosphère. Mais notre espèce, elle, je l'ai dit, elle fait un peu exception. Avec la technologie que nous avons mise au point, nous avons acquis les moyens de nous extraire des principes du vivant, pour le meilleur parfois, mais surtout pour le pire. Car ça n'est plus aujourd'hui sur l'évolution et les boucles de rétroaction au sein de la biosphère que nous pouvons compter, heureusement pour nous d'ailleurs, pour réguler notre population, pour réguler nos effets, nos impacts sur le reste du vivant, parce que pour les autres espèces, c'est bien comme ça que ça se passe, effectivement. Mais aujourd'hui, nous devons compter sur notre libre arbitre et notre capacité de jugement. Autrement dit, pour paraphraser Jean Rostand, notre puissance, que la technologie a permis d'acquérir, exige que nous renforcions aujourd'hui notre vertu et notre responsabilité pour agir au sein de la biosphère. Et la deuxième idée, peut-être pour rester extrêmement simple, c'est que ce carbone fossile que nous extrayons depuis près de 2 siècles, des profondeurs de la croûte terrestre, pour en faire au passage le plus mauvais usage possible, qui est de le brûler dans des chaudières ou des moteurs, se trouve être aussi l'un des constituants du vivant. Je fais une petite parenthèse là-dessus, puisque
Dmitri Mendeleïev, donc à qui on doit le tableau des éléments périodiques, écrivait au tsar de Russie, Nicolas II, à l'époque où on a commencé à découvrir le pétrole. Il disait, mais ce serait brûler de l'argent que de brûler du pétrole, ou du charbon, ou du gaz d'ailleurs. Il s'agit d'une matière précieuse qui devrait servir de base à la synthèse de la chimie, à la synthèse des matériaux. Nous avons fait le choix d'avoir un usage beaucoup moins noble des hydrocarbures fossiles. Et donc, il se trouve qu'en 150 ans à peine, peut-être 200 ans, nous en avons brûlé la moitié du stock qui est dans le sous-sol. Aujourd'hui, encore une fois, grâce à cette conscience que nous avons acquise et cette responsabilité qui est la nôtre, il y a urgence à conjuguer deux actions. La première, c'est effectivement de laisser ce qu'il reste d'hydrocarbures fossiles dans le sous-sol. Mais la seconde, qui est sans doute encore plus importante, c'est de faire alliance avec le vivant, plutôt que de lui faire la guerre comme nous le faisons aujourd'hui, pour le laisser à l'aise évoluer, se déployer, capturer et stocker ce carbone. Et il ne s'agit pas que de planter des arbres, hein, ça n'est qu'une petite partie, la partie émergée de l'iceberg. L'essentiel du stock de carbone, il est dans les sols, il est dans les océans. Et donc il faut laisser vivre et respirer nos océans, il faut laisser les gros poissons, les gros organismes s'épanouir dans les océans. Il faut rendre au sol sa capacité dynamique de régénération, sa capacité potentielle de morphogénèse. Et je conclurai avec cet exemple, hein, on parle parfois de l'initiative 4 pour 1000, cette initiative qui reviendrait finalement à augmenter la capacité de stockage du carbone dans le sol de 4 pour 1000, donc 0,4% tous les ans supplémentaires, et c'est possible avec des pratiques de type agroécologie, agroforesterie, permaculture, gestion holistique, y compris du pâturage par exemple. On peut largement augmenter le potentiel de capture du carbone dans le sol. On arriverait à compenser les émissions qu'on fait annuellement. Ça n'exclut pas, bien sûr, la nécessité de réduire les émissions, mais ça augmente ce potentiel-là. Et donc, dernier mot pour conclure, le vivant est notre allié dans le changement climatique. Si nous perdons le vivant en même temps que nous perdons le changement climatique, nous perdons toute capacité d'agir sur le climat et sur le changement climatique. Merci. Merci beaucoup. C'était bien qu'on puisse écouter cette vidéo précieuse d'Emmanuel Delannoy, qui effectivement finit sur cette phrase énorme qui est de nous devons faire alliance avec le vivant, notamment dans la lutte contre le changement climatique. C'est vraiment très bien qu'on ait pu entendre finalement cette vidéo à la fin. Donc, il est 9h30. Pour la conclusion, Béatrice, je vais te laisser la parole et je remercie bien entendu Julie, Nathalie et Jean-Thierry et Emmanuel, parce que vos témoignages, je pense, ce matin, encore une fois, ont été précieux et il se passe des choses dans le monde des fondations et des fonds de dotation. Merci à tous. Voilà, donc pour terminer, merci à tous et on pourra suivre ces conversations, continuer à travailler sur ce sujet. Enfin, voilà, c'est juste le début d'une ouverture et aussi pour vous démontrer, comme l'avait dit Sandrine en introduction, que la biodiversité fait bien partie de notre approche climat que l'on prend dans son acception la plus large. Donc, pour continuer, vous aurez le 14 juin un réveil climat dédié aux questions autour de l'eau, de l'océan, des fleuves, donc de 8h30 à 9h30, comme d'habitude. Et ensuite, le 7 juillet, donc là, bloquez bien dans vos agendas, il faudra un peu plus de temps. Donc, on vous propose un rendez-vous de 8h30 à 10h30 parce que nous sommes invités par la Fondation Groupe EDF près de Sèvres-Babylone. On vous enverra tout ce qu'il faut, bien sûr, pour vous inscrire et pour avoir les coordonnées. Donc, il y aura un réveil climat dédié aux sujets liés à l'art et aux questions artistiques et la visite d'une exposition « Faut-il voyager pour être heureux ?» Et c'est le voyage vu au travers de l'imaginaire artistique avec pas mal d'artistes plutôt contemporains. C'est absolument formidable. Ensuite, nous avons 2 webinaires à vous annoncer, donc à noter également dans vos agendas. Celui des rencontres pour la planète, dont le CFF et la CFFC sont partenaires, qui aura donc les rencontres elles-mêmes, ça aura lieu en octobre. Mais là, c'est un webinaire de 2 heures pour vous présenter en fait ce dont il s'agit et comme toujours, des témoignages de fondations et aussi d'entreprises qui financent les projets présentés. Donc voilà, ce sont encore des acteurs qui se mobilisent pour la transition écologique et sociale. Et enfin, le plus important, le 22 juin, ce sera la présentation du premier guide pratique rédigé et construit
grâce à un certain nombre de signataires qui se sont engagés dans le groupe de travail Finance et Climat et qui donc produisent ce guide pratique. C'est absolument inédit, ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc, le 22 juin de 11h à midi. Voilà, merci à tous. On vous enverra bien sûr le PowerPoint et puis on pourra, je vous dis, continuer nos débats. On est toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos suggestions et idées. Et j'espère que cela vous satisfait. Et sinon, n'hésitez pas, on est là pour progresser ensemble. On vous souhaite une belle journée. Oui. Et donc, rendez-vous le 14 juin pour le prochain Réveil Climat. Merci à tous. Et un grand Merci à tous. Voilà, un grand merci à nos intervenants, bien sûr, Merci. spécifiques. Ils ont Merci, été formidables. Merci pour votre patience également. Merci à tous et Au à toutes. revoir. Très bonne journée. Au revoir. À bientôt.